Bonjour et bienvenue sur le podcast Kampai, format Voyage au Japon. Et j'ai toujours le plaisir de partager cette émission avec toi Marjorie. Bonjour Marjorie. Bonjour Charlie. Aujourd'hui, et comme on l'avait convenu dans le podcast Actualité avec Gaël, le podcast il est consacré aux bagages et à leur transport sur place via le service Takyubin. On en profite également pendant ce podcast pour aborder la question pratique des prises électriques et plus largement, qu'est-ce qu'on va mettre dans notre valise avant de partir. Donc c'est des choses dont on a déjà parlé par rapport aux saisons, mais que là on va pousser un petit peu, on en reviendra sur la fin du podcast. On a déjà un article, comme d'habitude, sur le sujet du jour. Donc, est-ce que tu peux nous en parler peut-être Oui, donc on a un article assez détaillé qui parle en fait, qui fait la présentation de la livraison de valises au Japon entre hébergements, donc via le service Takyubin, qu'on va aujourd'hui vous présenter en détail à l'oral. Et oui, donc ce service Takyubin, donc pour l'épeler, ça va être Takkyubin, parce que c'est pas forcément intuitif, si on vous le dit comme ça à l'oral. Donc ça concerne l'envoi des bagages pour voyager à la japonaise, puisqu'effectivement on voyage léger au Japon. Donc c'est le pays du service où le transport et la consigne de bagages sont facilités et très utilisés par les Japonais. Et donc c'est aussi à nous de voyager un peu de la sorte pour désencombrer entre autres les wagons, les bus, les métros, etc. Et en plus, vous allez percevoir qu'il y a quand même pas mal de côtés pratiques à utiliser ce service. Donc pour la définition du Takyubin, c'est le service de livraison de colis, donc juste à côté de chez soi, en porte-à-porte on pourrait dire, qui permet pour les voyageurs de transiter les grosses valises, notamment d'une adresse japonaise à une autre, sans avoir à s'occuper soi-même de ces valises dans un délai à peu près de 48 heures maximum selon la société Yamato. Alors oui Charlie, depuis les années 70, c'est bien donc le service de Takyubin qui est géré par la société donc Yamato Transport. Mais sinon, en fait, la livraison de colis, c'est une activité qui se fait depuis plus longtemps que ça. Et donc en japonais, le nom originel, c'est Takohaibin. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on connaît vraiment ce service-là sous le nom de la marque de Yamato, donc Takyubin. Mais c'est à peu près les mêmes mots. Et c'est cette marque-là qu'on retient comme réfrigérateur et frigo dans notre pays. Et puis donc il y a d'autres sociétés de transport privées qui s'occupent de la livraison de colis et de bagages qu'on pourra rencontrer aussi au Japon. L'autre concurrent qu'on connaît le plus, c'est Sagawa. Après, c'est vrai que Yamato est hégémonique sur le marché de la livraison de colis et de bagages. Et donc du coup, on va plutôt s'attacher à ce service-là et c'est celui-ci qu'on va vous présenter plus en détail. C'est celui que 99% des gens utiliseront une fois sur place. Et donc le service, quand il a été mis en ligne, quand il a été créé dans les années 70, en fait, il vient en complément des services de la poste japonaise, puisqu'à la base, effectivement, on penserait à la poste pour livrer les colis. Mais cette dernière, au Japon, ne gère pas les expéditions au-delà de 6 kilos. Du coup, pour tout ce qui est colis un peu important, un peu lourd, et notamment nos valises 4 roulettes qui passent en soute en avion, on ne peut pas les envoyer par la poste japonaise. Donc, on passe par des services privés, comme Yamato et son service Takyubin. Et donc ce service Takyubin, il va profiter justement d'un très large réseau assez dense au Japon. Donc avec ces camionnettes où il y a le logo avec une maman chat qui prend dans sa gueule un petit bébé chat. Donc les deux chats sont noirs. Donc vous verrez, il est très facile à identifier ce logo. On surnomme d'ailleurs ce service Kuroneko en référence à ce logo puisque ça veut dire chat noir. Oui, voilà, c'est ça. On va chercher les camionnettes Kuroneko qu'on voit passer dans la rue et on sait que c'est la livraison de colis qui circule. Et donc ce service, il distribue dans tout l'archipel nippon. Et donc ça, on va commencer à vous apporter quelques détails là-dessus. Donc au sommaire de ce podcast, on va présenter les avantages du Takyubin. Ensuite, on va enchaîner avec les consignes à bagages, puisqu'on en a déjà parlé. Il y a d'autres manières de gérer ces valises au Japon, notamment avec les coin lockers, qui vont être un bon complément à ce service offert par Yamato. Et enfin, on parlera de quoi mettre dans sa valise. Et donc c'est là où on abordera la petite capsule sur les prises électriques. Et donc en première partie, quels sont les avantages du Takyubin ? Donc c'est un service qui fonctionne vraiment très bien, c'est un très bon rapport qualité-prix, et comme tu le disais, c'est quelque chose qui est de toute façon utilisé par les Japonais. Donc là on va parler de l'aspect voyage, mais les Japonais l'utilisent pour le fret par exemple ou d'autres services.
Oui, voilà, c'est de la livraison de colis, ça comprend plein de choses et ils l'utilisent eux-mêmes pour quand ils voyagent à l'intérieur de l'archipel. Vous verrez rarement des Japonais transporter des grosses valises. En général, ils voyagent avec un petit sac cabine ou un petit sac bagage ou une petite valise dans les Shinkansen. Et en fait, le gros de leurs affaires sont envoyés par transporteurs privés. Parce que l'idée, c'est aussi de ne pas s'encombrer soi, mais de ne pas gêner les autres aussi quelque part. Et même pour aller à l'aéroport, je crois qu'ils se font livrer aussi les bagages en général, on va dire comme ça. Oui, comme ça, ils n'ont pas besoin de s'embêter avec ça. Et l'un des arguments forts de Yamato Transport, c'est qu'ils disent que du coup, il n'y a plus de bagages perdus parce que c'est eux qui s'en occupent. Et c'est vrai que, bon, niveau livraison, vous êtes assuré quand même très fortement d'avoir votre bagage en temps et en heure et dans des bonnes conditions. Donc le premier avantage de ce service Takyobin, ça va être le fait que le choix du lieu d'enlèvement, du point de livraison, il est assez large, notamment si vous utilisez des maisons individuelles, des appartements, des hôtels par exemple, depuis le bureau, depuis l'aéroport, des combini aussi ou des entrepôts Yamato. Donc ça va être, vous n'allez pas manquer de points de destination ni de départ. Peut-être une vigilance à apporter en ce qui concerne les locations de maisons ou d'appartements, car il va falloir être sur place pour la réception notamment des colis. Donc, ou répondre à l'interphone, ou avoir les clés, etc. C'est pas forcément quelque chose qui est accessible quand vous voyagez ainsi. Mais si vous passez par des hôtels, des ryokan ou les petits combini qui sont dans la rue, généralement à côté des hôtels, là, ça sera très facile. Oui, voilà. La plupart du temps, on va utiliser le service Yamato et on va se faire arriver soit aux réceptions d'hôtels, puisque la plupart des hôtels, ils sont partenaires en fait avec Yamato. Donc vous verrez, le logo, c'est N3 Travel. Et donc là, vous savez que vous pouvez demander à la réception pour faire l'expédition et faire la livraison de colis. Et sinon, vous allez dans les combini. En général, ils sont tous partenaires. Ou alors, vous avez aussi les petites agences Yamato comme ce que tu disais. Pour la location de maison, c'est plus délicat et des fois le propriétaire ne va pas forcément accepter que vous fassiez ce genre de choses. Le plus sûr, c'est d'aller au combini d'à côté comme ce que tu as dit tout à l'heure. Autre avantage, ça va être ce qu'on disait déjà dans l'introduction, c'est le confort de ne pas avoir à transporter soi-même ses bagages qui peuvent être souvent lourds et volumineux quand on part en séjour. C'est quelque chose de très encombrant dans les trains notamment et dans les métros, voire même dans les bus. On en parlait, on en reparlera tout à l'heure encore, mais le bus à Kyoto qui est très bondé, eh bien c'est peut-être le moment de tester justement cette technique du Takyobin. Oui, il faut savoir que au Japon, avec les questions récentes de surtourisme, qui revient après la période Covid, le transport des gros bagages, ça reste pour eux un point noir parce que ça contribue à l'engorgement dans les transports en commun en plus de la foule. Donc c'est vrai qu'ils vont vouloir que tout le monde adopte leur service de Takyobin et donc de faire transiter vos bagages de façon parallèle et pas que ça soit vous qui soyez en train de tirer votre grosse valise partout. Donc l'un des gros avantages de passer par le Takyobin, donc c'est de respecter en fait cette fluidité des transports et donc de voyager léger. Et il faut savoir qu'en plus, il y a certains transports où de toute façon les gros bagages ne sont pas acceptés. Donc par exemple sur la ligne de Shinkansen qui part donc de Tokyo et qui va jusqu'à Fukuoka, donc les lignes Tokaido, Sanyo et Kyushu, le transport des gros bagages, en fait, il a été réglementé ces derniers temps, donc surtout depuis 2021 et 2023, si je me souviens bien. Donc les bagages qui font plus de 160 cm quand on mesure la longueur, la largeur et la hauteur ne peuvent pas être mis comme ça dans le Shinkansen. Il faut avant de monter, réserver une place spéciale gros bagages, c'est-à-dire les places qui sont à l'arrière des voitures, les dernières places, et on met son bagage derrière, entre la place et puis la cloison. Et en fait, il n'y a pas beaucoup de place. Il y a en général 3 sièges et 2 sièges, donc 5 sièges par voiture, voire 6 sièges par voiture qui peuvent faire ça, donc c'est assez restreint. Et vous avez aussi des places depuis 2023 avec des consignes à bagages dans le Shinkansen, donc il y a 2 places pour mettre vos bagages dans une consigne qui va être sécurisée, donc avec un antivol, et vous allez avoir une place accordée. Donc ça, cette réservation-là, elle est un peu... il faut prendre le temps de la faire, il n'y a pas beaucoup de place disponible, et donc si votre valise, elle est trop grande et que vous montez quand même avec le Shinkansen, vous aurez à bord une amende de 1000 yens.
qui vous sera demandé. Donc on évite de voyager avec des grosses valises de plus de 160 cm dans ce Shinkansen-là. Et de toute façon, pour information, les valises qui font plus de 250 cm, donc c'est des très grosses valises, elles ne peuvent même pas monter dans le Shinkansen parce que vous ne pouvez même pas circuler à travers les rangées, etc. Donc c'est pas possible. Donc là, vous aurez un refus de monter avec ça. Et concernant les bus à Kyoto, ils ont fait, c'est pareil, une campagne de promotion ces derniers temps en mettant en avant donc, ce qu'ils appellent le hands-free Kyoto, donc c'est-à-dire de voyager dans Kyoto les mains libres, donc avec un petit sac pour mettre vos affaires nécessaires pour la journée, mais pas avec vos valises à tirer derrière vous. Donc depuis la gare en fait JR à Kyoto, vous avez plusieurs comptoirs pour plusieurs solutions vous permettant de faire transiter vos bagages. Soit vous passez par un transporteur privé, comme le service de Takyubin, ou alors une autre entreprise locale, donc Sagawa ou un autre comptoir. Soit vous pouvez aussi les réserver vos bagages dans une consigne, les mettre dans une consigne, soit dans un coin lockers, donc dans un casier qu'on parlera après en partie 2, soit vous les mettez en consigne physique à un comptoir, c'est une personne qui surveille. Parce que une fois que vous êtes dans Kyoto et si vous voulez voyager en bus, il se peut qu'on vous refuse la montée du bus. Si votre valise est trop grosse, ça veut dire si elle prend la place d'une personne, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas la mettre sur votre genou. Et que du coup, le bus est bondé et que ça ne sera pas possible de monter avec ou que ça va gêner la circulation. Donc ça, c'est quelque chose sur lesquels aujourd'hui les villes et les entreprises sont assez intéressées par la question. Donc on va éviter de voyager avec des trop grosses valises et on va au maximum utiliser le Takyubin parce que ça vaut vraiment le coup. Et même pour nous à l'usage, on y prend goût au final de ne pas avoir à transporter sa valise et qu'elle arrive déjà à notre prochain hébergement, déjà prête, etc. Si vous avez un doute, n'hésitez pas à vous imaginer en plein été chaud et humide dans la ville de Kyoto, dans un bus blindé, et bien ça vous permettra aussi de voir que si vous n'apportez pas vos grosses valises, ce sera bien pour vous et puis pour tout le monde. Oui, en général, quand on teste le service une fois sur place, souvent on le réitère parce que c'est vraiment, vraiment pratique. Et puis même dans les gares, souvent c'est des escaliers, alors il existe des ascenseurs, etc. Mais c'est un trajet différent, il faut que vous cherchiez en fait les ascenseurs qui sont en général un peu sur le côté. Donc c'est plus de temps passé en gare pour faire les changements, c'est vraiment pas pratique du tout. Alors que le Takyubin, vous le déposez et vous le récupérez et pendant ce temps-là, votre bagage voyage tout seul. Donc, comme vous l'aurez compris, ça nous sert à voyager léger au Japon. Et autre point fort de ce service auprès de Yamato, ça va être le fait que la livraison se fasse dans les 48 heures maximum. Donc en fait, elle peut se faire souvent même dès le lendemain. Donc si vous y prenez la veille par exemple, eh bien vous allez faire cette demande de transfert en choisissant votre créneau horaire. Et quand vous arrivez dans le nouveau logement, eh bien, soit la valise sera déjà là, soit elle va arriver dans quelques temps. Donc en attendant, vous aurez peut-être préparé un petit sac à dos avec vos affaires pour 2 jours, au cas où il y ait quoi que ce soit. Nécessaire de toilette et puis des vêtements de base et ce dont vous avez besoin pour la journée. Mais bon, sinon après, le reste de la valise va forcément arriver à votre hébergement. Oui, souvent ce que vous pouvez faire, c'est prévenir votre hébergement suivant qu'un bagage à votre nom arrive. Donc par Takyubin. Ce qui est bien, c'est de ne pas non plus le faire arriver trop en avance parce que souvent, par exemple, aux réceptions des hôtels, ils ont votre nom que le jour de votre check-in. Donc ne faites pas arriver vos bagages peut-être 2-3 jours avant parce qu'ils n'auront pas votre nom, ils pourront ne pas l'accepter. Mais en revanche, si vous faites livrer pour le jour de votre check-in ou voire le jour d'après, il n'y a aucun souci et c'est un service qui fonctionne très bien. Mais prévenez quand même par politesse et pour vous assurer que l'information est bien passée. Et c'est vrai que même sans passer par ce service-là, si vous avez à recevoir du courrier ou quoi que ce soit au Japon, quand vous êtes en hôtel par exemple, c'est bien de prévenir aussi, comme ça vous êtes plus rassuré et puis l'hôtel au moins il sait qu'il n'a pas à refuser les courriers entrants. Oui voilà, si vous avez un pli qui vient de l'international, vous le prévenez aussi également. Sachant donc que la plupart du temps, c'est le lendemain, par exemple, si vous faites le trajet Tokyo-Kyoto ou Tokyo-Osaka, il faut compter 24 heures pour vous faire livrer. Et si vous faites Hokkaido-Okinawa, forcément, là, on sera plus sur un délai de 48 heures, parce que c'est aussi à la distance. Et dernier point fort concernant le service de livraison de bagages en porte-à-porte, ce sera le tarif, puisqu'il n'est pas exagéré compte tenu de l'agrément procuré. Par exemple, pour une valise de 160 cm et de 25 kg maximum, on est à peu près à 16 €, donc ça fait 2630 yens
entre le Kanto, donc la région de Tokyo, et le Kansai, la région liée à Kyoto, Osaka, etc. Autre prix de 3170 yens, donc à peu près 19,24 € pour être précis, de Tokyo jusqu'à Haneda par exemple, et jusqu'à 5560 yens entre Hokkaido et Okinawa, donc là où tu disais justement qu'il fallait qu'il fallait 2 jours maximum, hein, donc de 33 € pour cette livraison qui est à très longue distance. Oui, donc là, tu as donné les prix, Charlie, pour donc une valise commune de 160 cm et 25 kg, c'est à peu près les valises en soute dans les avions. Et sachez que le service de Takyubin de Yamato, il permet d'envoyer des colis en fait, de la taille de 60 cm jusqu'à 200, donc en faisant la longueur plus la largeur plus la hauteur, l'addition des 3, et donc jusqu'à 200 cm pour un poids jusqu'à 30 kg. Donc vous avez plusieurs catégories de colis à envoyer. Donc au moment où vous ferez votre bordereau d'envoi, vous choisissez la gamme dans laquelle vous êtes là. Ce qu'on vous a donné des prix, c'est sur une valise classique en soute, pour vous donner un ordre d'idée de prix et de temps. Et pour information, on paye à l'expédition, on ne paye pas à la réception. Et enfin, on va pouvoir aborder la partie qui va susciter peut-être chez vous le plus d'appréhension, c'est-à-dire remplir le bordereau à compléter. Et vous allez voir que c'est assez simple en fait. Et ça, de toute manière, c'est déjà quelque chose que tu as rédigé avec Kelly sur Kanpai. Oui, voilà, sur l'article Takyubin, faire transiter vos bagages au Japon, vous avez en fait une image où on vous a légendé les mots en japonais et les zones qu'il fallait remplir et à quoi ça servait. Donc pour tous ceux qui ne parlent pas japonais, vous pouvez vous rendre sur le site et avoir un aperçu très réel de ce qu'on va vous demander. Après, sur place, les bordereaux papier, vous pouvez les écrire en japonais ou en anglais. Et la plupart du temps, quand vous passez par la réception de votre hôtel, ce qu'on disait plus tôt, ou par un combini, ça va être le personnel japonais ou qui parle japonais qui va le remplir à votre place pour plus de facilité pour vous et pour lui également. Donc, il faudra juste préparer en fait, les informations d'expédition, c'est-à-dire surtout l'adresse d'expédition, donc l'avoir imprimée, même au format en anglais, ça fonctionne bien, mais de l'avoir imprimée d'avance pour qu'ils puissent la recopier. Et puis, vous pouvez préparer vos dimensions et votre poids de votre bagage, mais après, ils vont le refaire, ils vont le rechecker de toute façon de leur côté. Et puis, comme on l'a dit tout à l'heure, ce sont des partenaires généralement, donc ils ont aussi sans doute de quoi mesurer et peser sur place. Oui, voilà, en général, ils ont les bordereaux sur le comptoir, donc vous les voyez. Et du coup, s'ils ont les bordereaux de près, ils ont tout ce qu'il faut. Donc, ils ont une balance et puis un mètre mesureur pour faire les choses. Il y aura quelques indications aussi à noter, notamment si le colis contient plutôt des vêtements, des livres, quelque chose de fragile, donc ça, et des choses périssables ou non. Donc ça, il y a 2 termes pour ça, Marjorie. Oui, pour toutes les choses fragiles, ils vont parler de waremono, et pour tout ce qui est périssable, ils vont parler de namamono. Donc le mieux, c'est de ne pas mettre de ce genre d'objets ou de produits dans votre valise. Vous ne mettez pas de produits périssables parce que ce n'est pas forcément très sanitaire, et vous mettez pas trop de produits fragiles, pas de céramique, des choses comme ça, ou en tout cas attendez la fin de votre voyage bien emballé pour le faire. Et puis comme ça, vous cochez la case non, et vous mettez essentiellement des vêtements et quelquefois des livres ou des produits de beauté que vous n'utilisez pas tous les jours et qui sont absolument pas fragiles et très très bien emballés. Et sur ce bordereau, on va pouvoir également indiquer la date de livraison. Donc ça peut être aussi une date ultérieure à 48 heures. C'est aussi pour ça que tu nous disais de ne pas envoyer forcément les colis trop tôt à vos hôtels. Et vous allez avoir aussi un horaire spécifique à noter. Oui, pour ceux qui veulent avoir un créneau horaire, il y a donc dans le bordereau, vous avez des créneaux horaires que vous pouvez cocher qui sont sans surcharge. Donc c'est avant midi, entre 14h et 16h, entre 16h et 18h, entre 18h et 20h et enfin entre 19h et 21h. Au-delà de ces créneaux, vous pouvez avoir une surcharge tarifaire. Par exemple, si vous voulez que ça arrive très tôt ou si vous voulez que ça arrive un peu plus tard. Ça, vous verrez. Vous n'êtes pas obligé de cocher ces créneaux quand vous remplissez le bordereau. Vous pouvez juste dire que ça doit arriver le plus tôt possible et vous laissez en fait le transporteur faire son travail normalement. Et en général, voilà, ça va arriver le lendemain pour une distance raisonnable d'une grande ville à une autre sur Honshu. Et sinon, ça mettra un peu plus de temps si on doit traverser la mer ou les océans, logiquement. Et c'est bien que tu parles de ça, puisque vu que des fois il y a de longues distances et que parfois on utilise du fret, eh bien il y a des bagages qui vont... le bagage en tout cas ne doit pas contenir de produits interdits, comme c'est le cas en fait pour l'avion.
Oui. Donc ce sera à peu près les mêmes consignes, hein. Pas de bougies, pas de briquets, de lacs, d'allumettes, de parfums, etc. Pas d'armes, pas de batterie au lithium par exemple, d'appareils photo ou autre. Donc oui, pour tout ce qui est produits interdits et les armes, on pense surtout, c'est si vous avez acheté un katana en souvenir par exemple, ou une reproduction de katana, vaut mieux pas le mettre dans votre bagage qui va transiter par le transporteur, parce que si jamais il y a un problème, il peut vous refuser de le transporter. C'est embêtant parce que dans le bus, ça veut dire qu'on n'a que notre sac à dos et notre katana. Du coup. Oui, ça peut être embêtant. Le mieux, ce genre de choses, c'est de l'acheter à la fin du voyage, comme ça on évite de le transporter. Plus que de raison. Et bien évidemment, les briquets sont interdits en vol en soute, et donc ça va être le cas aussi. Globalement, ce qu'on peut dire, c'est qu'il vaut mieux éviter tout objet un peu délicat, et tout objet aussi de valeur. Par exemple, pas d'argent liquide, pas de carte de crédit, pas de carte ICOCA, vous la gardez avec vous. Évidemment, vos passeports et papiers officiels, ils doivent être avec vous quand vous voyagez, parce qu'en plus, on peut vous les demander pour X raisons. Et puis, on va éviter peut-être aussi, si vous avez des disques durs externes que vous transportez pendant le voyage, de ne pas les mettre, parce que si jamais ils sont abîmés ou détériorés, vous ne pourrez pas récupérer vos données, il n'y aura pas de responsabilité forcément qui sera possible. En revanche, vous pouvez transporter des smartphones ou des consoles de jeux portables, mais il faut qu'ils soient déclarés en amont, parce qu'ils seront emballés dans quelque chose de spécifique, et il faudra qu'ils soient complètement éteints pour pouvoir passer toutes les mesures de transport. Donc le TAC-Yubin, c'est un service qui va vraiment être très professionnel et très sécurisé, mais dans ces valises-là, mettez vraiment que le nécessaire, on va dire quand même. Que le classique. Voilà, le classique, et puis ce qui vous permet de voyager, comme on le dit depuis tout à l'heure, plus léger. Voilà. Et quand on ne peut pas faire de TAC-Yubin, Marjorie, ou qu'on a oublié, eh bien il y aura d'autres solutions, et c'est ce en quoi va constituer notre partie 2, puisqu'on va parler des consignes à bagages, notamment des coin lockers comme complément au TAC-Yubin. Oui, voilà, donc c'est les casiers que l'on trouve classiquement dans toutes les gares japonaises, principalement les grandes gares évidemment, moins les petites, mais encore il y en a pas mal, où on va pouvoir mettre en consigne pendant quelques heures nos bagages, nos sacs et tout. Donc il y a plusieurs tailles de casiers, et les plus grands casiers accueillent les valises en soute classiquement qui passent dans les avions. Faut savoir que ça peut être intéressant d'utiliser les coin lockers, parce que le TAC-Yubin est un service très pratique, mais il faut aussi pouvoir des fois le prévoir à l'avance, et notamment quand vous voulez envoyer vos bagages à votre aéroport de retour avant de partir et que vous n'avez pas envie de transporter vos bagages jusqu'à l'aéroport, il faut que votre bagage soit arrivé la veille du jour de votre vol. Donc ça veut dire qu'il faut pouvoir le faire partir au moins 48 heures avant. Ça veut dire aussi que pendant 48 heures, vous n'avez pas vos gros bagages, vous ne pouvez pas y mettre ce que vous voulez, etc. Donc souvent, ce moment-là, le TAC-Yubin n'est pas utilisé, parce que c'est pas confortable pour le coup pour nous, si on n'a pas fini de préparer nos bagages, ou alors il faut l'avoir fait 48 heures avant. Et donc du coup, on peut, si on arrive à l'aéroport en avance, les mettre en consigne des coin lockers dans les aéroports, etc., pour pouvoir ensuite faire un tour dans l'aéroport. Parce que tous les aéroports, et notamment les centres commerciaux qui sont dans les aéroports, ils peuvent vous interdire de circuler avec vos gros bagages. Et c'est le cas notamment dans le dernier centre commercial de Haneda, le Haneda Airport Garden, où vous ne pouvez pas en fait déambuler dans les allées du centre commercial avec votre valise. Il faut qu'elle soit déposée en consigne avant, pour pas en fait gêner la circulation, ou pour pouvoir passer dans les rayons sans problème. Comme on le disait tout à l'heure, cette gestion des bagages, c'est très utilisé par les Japonais eux-mêmes là-bas sur place. Et on va en trouver beaucoup, sauf que c'est vrai qu'en période de forte fréquentation touristique, notamment à la période des sakura, le printemps, la chasse au casier est déclarée, puisque ça va être quand même compliqué si vous arrivez en plein après-midi par exemple, ou à une heure où c'est déjà un peu bondé dans les rues, de trouver votre casier, notamment si vous voulez de la place pour vos gros casiers. Parce qu'il y en a, ça c'est sûr qu'il y en a même des fois pas mal, mais il y a tellement de monde qui utilise ce système que c'est vrai que pour trouver sa place à sa valise, ça va être plus compliqué. Mais il y a des endroits comme à la gare de Tokyo où vous avez des préposés qui peuvent vous aider à trouver des casiers libres par exemple.
Oui, alors ça, c'est un cas qu'on a expérimenté nous-mêmes à notre dernier voyage. C'est que si vous arrivez en journée, alors je pense que ça passe plus en journée, vous avez des préposés en fait qui vont venir à vous et vous demander, voilà, vous voulez une consigne pour combien de temps, quel est votre bagage que vous souhaitez mettre. Et en fait, ils vont vous diriger vers le casier dans la zone de la gare qui est libre pour que vous puissiez y mettre votre bagage. Donc, il vous fait toute votre recherche à votre place. Donc, ça vous évite d'aller de zone coin lockers en zone coin lockers parce qu'il y en a partout dans la gare à tous les étages. Donc, ça vous fait un petit peu voyager. Et puis, vous avez des fois des écrans tactiles aussi qui vont vous donner en fait les disponibilités dans les autres coin lockers de la même gare pour pouvoir trouver votre bonheur. Et aussi, il y a quelques applications ou sites internet qui font aussi en temps réel la disponibilité des casiers. Alors, c'est souvent en japonais, il faut le savoir, mais ça peut être une façon de ne pas chercher comme ça sans savoir où aller. Mais oui, sachez que les coin lockers, c'est quelque chose qui fonctionne très bien au Japon, qui sont aussi utilisés par les Japonais et qui a la limite physique du nombre de consignes qu'on peut mettre. Et si vous voulez d'autres informations, notamment sur les gammes de prix qui existent, parce que c'est pas très très cher, vous allez sur notre article dédié sur Kanpai qui s'appelle Coin Lockers, les consignes à bagages japonaises. Et là, vous aurez tout le détail sur les tailles de casier que vous pouvez trouver, etc. Et si le Takyobin était très pratique pour voyager d'un point A à un point B, là, par exemple, si vous allez prendre le train et que vous revenez à votre point de départ, eh bien, ça va être super pour, par exemple, de Tokyo à Kamakura, par exemple. Bah, vous arrivez à Kamakura, vous faites votre journée de visite, mais les bagages, vous les avez laissés dans un coin-locker de la gare de Kamakura, par exemple, ou de Tokyo. Et donc, pour payer, par exemple, c'est vrai qu'on n'en a pas encore parlé, mais pour payer, ça va être soit en espèces, ça peut être en carte bancaire également, ou alors avec la carte ICOCA. Oui, voilà, c'est facile à régler. Normalement, vous aurez toutes les cartes en main. Oui, c'est très bien les coin lockers pour un déplacement à la journée. Même ça peut soulager, si vous avez vos appareils photo, etc., et que vous savez que pendant une demi-journée, vous ne voulez pas tout ce qui pèse dans votre sac avec vous, et bien en fait, c'est très utile. Oui, et puis c'est aussi sécurisé, très peu de vols. Donc vous pouvez y aller pour mettre des affaires, même un petit peu de valeur. En général, ça se passe très bien. Donc voilà tout ce qu'on pouvait vous dire sur la gestion des bagages au Japon. N'hésitez pas à vous référer, donc, comme tu l'as dit Marjorie, aux articles, puisque vous aurez aussi des photos, vous aurez des tableaux aussi avec des gammes de prix, des gammes de dimensions de bagages, etc. Donc ce sera aussi plus facile pour vous repérer que vous soyez sur place ou avant de partir. Et enfin, on arrive à notre troisième partie, donc quoi mettre dans nos valises pour un séjour au Japon. Et oui, parce que c'est bien de parler de transport de valises, mais il faut savoir à peu près quoi mettre dedans. Et si on peut vous apporter quelques conseils, eh bien, nous allons le faire, puisque en élargissant notre question des bagages à quoi mettre dans ces valises, eh bien, vous allez vous rendre compte qu'on peut aussi alléger le poids de ces valises, et c'est ça qui va être important, ou ne pas oublier quelques... on va dire vêtements très pratiques, là on le redira tout à l'heure, mais par exemple la paire de chaussettes pour les temples, c'est cool. On n'y pense pas, mais c'est quand même pratique. Voilà, on l'a déjà dit pour le podcast Kyoto, et on le redit, il y a des temples partout au Japon de toute façon, et c'est la même règle pour tous les temples. Oui. Donc essentiellement pour vos affaires personnelles, on va parler évidemment de vos vêtements, sous-vêtements, chaussures, médicaments, produits de beauté, appareils électroniques personnels, etc. Donc on va laisser de côté les accessoires beauté ou encore les carnets de notes, et de toute manière tout ce qui est sèche-cheveux et tout ça, vous allez vite comprendre à la fin de ce podcast que c'est pas forcément ce qu'on vous recommande, faire à lycée non plus. Et pour le carnet de notes, eh bien en fait tout ça c'est des choses qu'on peut acheter sur place. En plus ça fait un petit cadeau, en tout cas un souvenir, et puis la papeterie japonaise est quand même de qualité. Donc ça coûte vraiment moins cher qu'ici, donc c'est un truc que vous pouvez attendre, on va dire. Oui, le Japon c'est quand même un pays où on achète beaucoup de souvenirs, beaucoup de petits souvenirs mignons, et la papeterie en fait partie. Donc ne partez pas trop chargé d'affaires à vous, on va dire d'affaires de loisirs, parce que sur place en fait vous allez largement pouvoir contenter vos envies, et partez vraiment avec vos affaires essentielles et personnelles, celles qu'on ne peut pas remplacer. Mais le reste, sur place, vous pouvez trouver tout ce qu'il vous faut. Donc bien regarder la météo japonaise avec les saisons japonaises. Évidemment, il faudra toujours au moins un imperméable, quelque chose pour vous couvrir en cas de pluie, parce que il y a des chances que ça arrive à n'importe quelle saison, évidemment. Oui. Et par exemple, si on parle de pluie, le parapluie, ça ne sert à rien d'apporter le vôtre. Si vous savez qu'il va pleuvoir, eh bien, n'hésitez pas, il y en a en vente partout, ils seront
adaptés aussi au climat. Ils seront adaptés, par exemple, je pense aux parapluies transparents qui vont être pratiques quand il y a beaucoup de monde et qu'il faut marcher. On voit à travers son parapluie pour suivre la foule, et ça, c'est un régal quand même. Et ça ne coûte rien, quelques centaines de yens à peine. Donc plutôt que de casser votre parapluie qui ne sera pas adapté au vent japonais, eh bien, achetez sur place. Et puis la météo, de toute façon, elle est vraiment très changeante au Japon. C'est entouré de montagnes aussi. Donc, puis si vous voyagez, si vous êtes en itinérance au Japon, eh bien, le climat sera différent aussi sans doute d'un point A à un point B. Oui, suivant les altitudes, on peut vraiment avoir une différence de température assez importante. Donc, il faut prévoir des couches en fait différentes pour se réchauffer, pour se rafraîchir et pour se protéger de la pluie. Et aussi du soleil, parce qu'il peut y avoir un très beau soleil même en hiver. Donc il ne faut pas hésiter à prendre ses lunettes de soleil à peu près n'importe quand dans l'année pour être sûr d'avoir nos yeux protégés, surtout au bord de mer. Et donc oui, vous pouvez troquer c'est le sèche-cheveux, le fer à lisser pour avoir un peu de place et votre parapluie pour avoir un peu de place pour mettre une deuxième paire de chaussures par exemple, puisque vous allez beaucoup marcher, donc c'est pas mal d'alterner soit de paires, soit d'avoir une paire de chaussures de marche, voire peut-être même selon les périodes où vous y allez, des chaussures étanches, ça peut être bien aussi. Oui, ça, mettez au moins 2 paires de chaussures parce que si jamais vous en mouillez une, vous serez content d'avoir la deuxième. Et puis, on peut avoir évidemment une serviette pour s'essuyer les mains aux toilettes publiques ou les pieds dans les onsen à Shigo. Oui, dans les bains de pieds, effectivement, une petite serviette à vous, comme ça vous transportez dans votre bagage. Je rajouterais, dans le côté un peu nettoyage, de prévoir de la lessive à la main en poudre pour laver soit directement dans les lavabos, dans les hôtels, si vous voulez faire une petite lessive rapide de, par exemple, vos sous-vêtements, soit aussi les utiliser carrément dans les machines à laver japonaises, soit c'est une machine que vous avez dans votre logement, soit c'est des machines dans les laveries, parce que des fois, leur lessive, elle n'est pas forcément très efficace, enfin de notre point de vue. Et donc si vous avez un peu de lessive en poudre, vous pouvez l'utiliser. Et puis en plus, vous allez la consommer, donc à la fin de votre voyage, ça sera quelque chose en moins et vous pourrez la remplacer par un souvenir. Et en dernière chose, ces dernières années, on a les dimensions aussi un peu écologiques qui rentrent en compte pour un voyage, on va dire, durable. Et donc on n'hésite pas à emmener sa propre gourde qu'on remplira au fur et à mesure, un sac en tissu, donc un tote bag, puisque les sacs en plastique sont maintenant payants. Donc on voyage avec un sac en tissu, c'est beaucoup mieux. Et puis une paire de baguettes réutilisables, on l'avait déjà dit dans des précédents podcasts, pour éviter de demander à chaque fois des baguettes jetables. Et on a sa propre paire de baguettes avec lesquelles on peut manger son bento, etc. Et puis avec ce minimum dans vos bagages, je pense que vous serez bien. Il restera évidemment tout ce qui est appareil électronique, donc ça dépendra de votre façon de voyager avec les tablettes, ordinateurs ou appareils photo. Et smartphone. Et smartphone, oui, évidemment. Évidemment. Et donc, en approchant ces appareils électroniques, on va en avoir besoin, et ce qui est bien, c'est de les charger. Donc, on va pouvoir parler des adaptateurs électriques. Oui, c'est une grosse question, finalement, les prises électriques au Japon. C'est vrai que quand on a l'habitude de voyager, on ne fait plus attention, mais pour un premier voyage, il faut quand même s'intéresser à cette question. Et on n'a pas les mêmes fiches électriques ni le même voltage entre par exemple la France, donc l'Europe, et le Japon. Donc vous ne pourrez pas brancher vos appareils électriques directement sur les prises japonaises, il vous faudra un petit adaptateur. Et donc ça, vous allez pouvoir en trouver évidemment sur place, mais c'est bien de l'avoir avant pour être sûr, comme ça si vous avez besoin de charger même à l'aéroport, etc., c'est plus pratique. Petite note d'attention, peut-être par contre sur le fait que les fiches ressemble à celle des États-Unis. Donc oui. On va souvent prendre un adaptateur américain, on va dire. Sauf que vous en avez où la fiche de terre, la prise de terre n'est pas rétractable, ce qui fait que vous avez 3 tiges, on va dire, pour symboliser, au lieu de 2 seulement. Et donc, si vous avez ça, vous ne pourrez pas le brancher dans les prises japonaises qui n'en ont seulement que 2. Oui, voilà, il n'y a pas de prise terre au Japon. Donc, il vaut mieux faire des adaptateurs avec 2 fiches. Donc, pour information, les prises japonaises, elles sont de type A, c'est-à-dire que ce sont des fiches qui sont plates et parallèles. À l'inverse de chez nous où les fiches elles sont rondes et c'est ça en fait qui fait que vous verrez à l'œil nu que c'est pas possible de mettre dedans. Comme le carré, le triangle. Voilà, ça ne s'emboîte pas et donc il vous faut l'adaptateur. Donc il faut faire un adaptateur avec entre fiches rondes et fiches plates et les adaptateurs américains, européens fonctionnent bien s'ils n'ont pas la prise terre ou si elle est rétractable. Et puis chose très importante à comprendre, c'est que comme tu l'as dit, il n'y a pas le même voltage entre l'Europe et les normes japonaises, ce qui fait que nous, on oscille plutôt entre 220 et 240 volts,
tandis que le Japon, lui, il est plutôt entre 100 et 130 volts, donc comme en Amérique du Nord d'ailleurs. Donc nos appareils ne vont pas fonctionner de la même façon, ni ne se recharger à la même vitesse d'ailleurs. Oui, après ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont en général compatibles avec le voltage qui est donné au Japon, parce que souvent maintenant les appareils électroniques, ils ont ils supportent une tension très importante, donc de 100 à 240 volts, vous pouvez le regarder sur vos appareils, il y a une petite étiquette, et donc du coup ils vont quand même tourner au Japon, mais peut-être un peu en sous-régime, ou en tout cas vous n'avez pas besoin de transformateur pour pouvoir utiliser vos appareils et les charger au Japon. Vous aurez besoin d'un adaptateur pour les prises électriques, mais pas de transformateur. Donc ça, il y a un article déjà évidemment sur Kampai, comme toujours. Par contre, il va falloir avoir peut-être plusieurs adaptateurs si vous êtes plusieurs ou si vous avez plusieurs outils. Par exemple, je pense à une tablette, un téléphone et un appareil photo. Et bien, s'il y a besoin de le recharger dans la même soirée, vu que c'est un peu plus long, voire même des fois bien plus long, et bien, c'est bien d'en avoir plusieurs adaptateurs. Donc oui, surtout que les adaptateurs, c'est à un coût très abordable. Vous pouvez en acheter des lots sur Internet pour moins de 10 €. Et on vous recommande de prendre les petits adaptateurs tout simples qui prennent pas trop de place parce que vous êtes sûr de pouvoir les mettre dans toutes les prises japonaises et que vous aurez assez de place pour pouvoir le mettre. Donc moi, je vous conseillerais pas des multiprises par exemple parce que des fois c'est trop gros et en fait vous pourrez pas les brancher au Japon, vous aurez pas la place parce que ça sera trop près du sol, d'un meuble, etc. Donc achetez les plus petits adaptateurs, en achetez plusieurs, comme ça en plus si jamais vous en perdez un, vous en avez d'autres. Et puis comme ça vous pouvez mettre sur différentes prises électriques, un appareil par prise électrique, ça chargera beaucoup mieux. Et autre chose encore, peut-être, il y a des adaptateurs qu'on achète à bas prix et qui, quand on les fixe, ça vous pouvez même, avant même de les rentrer dans les prises japonaises, ça aballe un peu, on va dire que c'est pas très adapté, on va dire que c'est pas forcément de la bonne qualité, donc n'hésitez pas à les tester avant de partir au Japon, comme ça vous êtes un peu plus sûr si ça passe ou pas avec vos propres appareils, en tout cas pour le rentrer dans cet adaptateur. Oui. Je parle d'expérience personnelle. Mais c'est toujours bien l'expérience personnelle. Et donc, comme vous le disiez, un appareil peut mettre beaucoup plus de temps. Par exemple, une batterie peut mettre 2 fois plus de temps à charger qu'une batterie normale. Et on ne vous conseillera pas forcément d'acheter des batteries externes. Après ça, c'est à votre bon vouloir. Il n'y en a pas forcément besoin. Mais en tout cas, il faut savoir que c'est plus long. Donc, ne vous étonnez pas si votre portable, par exemple, ne charge pas à la même vitesse que d'habitude. Oui, et n'oubliez pas de charger votre portable tous les jours quand vous rentrez à votre hébergement. C'est plus sûr. Eh bien, je crois que vous en savez déjà un peu plus, voire beaucoup plus sur le Takyubin, le service donc de porte-à-porte pour envoyer ses bagages d'un point A à un point B au Japon. On peut aussi le laisser dans des coin lockers ou diverses autres consignes à bagages. Et enfin, on vous a déposé aussi quelques informations. Ça se dit pas déposer des informations. Donner. On vous a donné également des informations pour peut-être un peu mieux gérer votre valise avant de partir et ne pas vous surcharger. Oui, voyager léger au Japon, c'est une vraie tradition et c'est une tradition qui est toujours à la mode. Donc, on peut essayer de se mettre à cette pratique-là. C'est très agréable et on se sentira un peu plus comme les locaux à voyager les mains libres. Et puis, c'est vrai que je pense que c'est des informations qui sont importantes, notamment pour les personnes qui voyagent en forte période touristique, puisqu'ils ne se rendent pas forcément compte du nombre de personnes qui voyagent. Et comme on le disait, un Kyoto, par exemple, qui est assez engorgé, eh bien, c'est quand même plus confortable pour tout le monde de voyager léger. Donc, ce sera notre slogan pour ce podcast. Voilà, même pour s'orienter sur place, c'est beaucoup plus simple si on n'a pas la valise à tirer derrière soi. Oui, puis avec le climat aussi qui est à prendre en compte. Si on a un sac à dos devant ou derrière avec la valise et puis le groupe à gérer aussi. Voilà. C'est ça. Et donc, je te remercie pour le temps accordé, Marjorie. Et nous, on se retrouve pour un prochain podcast voyage le mois prochain. Et donc, on se dit à très, très bientôt. À bientôt, Charlie. Merci. Au revoir. Au revoir. Retrouvez plus de voyages au Japon sur nos podcasts. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Kampai. Nous espérons qu'il vous a plu et que vous en avez appris plus sur le Japon. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée, de nous noter 5 étoiles si vous le souhaitez, et on vous dit à bientôt pour le prochain épisode.